Bonjour Katharina. On rit parce que je me suis pratiquée à prononcer ton nom parce que les gens écoutent ça à Katrina. Oui, c'est ça. Et moi-même, je m'étais trompée tantôt. Donc, tu es professionnelle en philanthropie et communication. En ce moment, tu es conseillère marketing et événementiel pour la Croix-Rouge canadienne. Tu es là aujourd'hui pour nous parler de danse. Oui. Tu es danseuse et enseignante. Et on va parler de danse que je connaissais pas avant de voir ton Facebook. Qui sont les danses, c'est la kizomba et la semba. Oui, c'est ça. Puis en fait, t'avoir comme ami Facebook puis voir ce que tu publies, c'est sourire, on dirait, à chaque jour. Là. Il y a comme une joie de vivre qui émane de tes posts, puis t'as tellement un beau sourire, puis ça ressort à travers tes photos puis tes vidéos. Puis je me suis dit, j'adorerais découvrir cette danse-là, puis surtout cet aspect-là social. C'est ça, la joie de vivre qui émane de la danse. Fait que je m'étais promis de t'inviter un jour, et là, tu es là. Merci d'avoir accepté. Merci de m'avoir invitée. Donc, la danse. Pour les gens qui nous suivent depuis un petit moment, j'ai mentionné à quelques reprises que je ne suis pas familière avec la danse et je suis nerveuse à l'idée de danser. Et c'est un univers qui me fascine justement parce que je n'ai pas de compétences dans ce domaine-là. Donc, c'est ça, j'admire quand je vois des gens danser qui sont talentueux, ça vient vraiment beaucoup me chercher. Est-ce que toi, tu te rappelles du moment où la danse est entrée dans ta vie? Ben, en fait, je pense que c'est plus la musique qui est rentrée dans ma vie que la danse, premièrement, parce que j'ai un papa qui est vraiment un grand mélomane, qui aime bien écouter vraiment plein de genres de musique différentes. Puis tout ce que je me souviens, c'est d'avoir toujours écouté des musiques différentes dans ma vie. Et à la base, j'avais plus de contact avec la musique latine. Okay. Donc, c'est un peu le cheminement qui est venu, c'est-à-dire que j'ai commencé aussi avec les danses latines. Et j'ai commencé avec la salsa, bachata, merengue, etc. J'ai comme eu un déclic à un moment donné. J'étais encore à Vienne, en Autriche. Puis avant de venir au Canada, je suis arrivée à 18 ans. Et en fait, je commençais à aller dans des soirées latines à Vienne. Et je trouvais ça fascinant. Puis je savais absolument pas danser du tout. Alors on était avec des amis, puis on essayait. Puis là, les partenaires essayaient de nous montrer comment danser, puis c'était vraiment comme... je sais tellement pas comment bouger, aucune idée. J'essaye vite fait, mais vraiment, tu sens qu'il y a une grosse limitation. Et en fait, c'est ça, à 18 ans, je suis venue au Canada. Puis j'ai emmené avec moi la volonté de vouloir apprendre un peu à danser. Donc, j'ai commencé par des cours de salsa ici à Montréal. Et en fait, j'ai rapidement été... droguée à ça, on va dire. Dans le sens où finalement je dansais vraiment beaucoup. Je passais des heures et des heures à danser, donc c'était les jeudis, vendredis, samedis, avec mes heures de cours aussi. Mais finalement de pratiquer énormément la salsa, bachata, merengue. Puis à Montréal, il y a quand même une communauté qui aime pratiquer ces danses-là qui est quand même assez grande. Et quand je retournais à Vienne, c'est pareil, je pratiquais énormément. Donc mon premier contact avec la danse, ça a été ça. Puis, ça reste aussi que mon père continue à voyager. Puis, lui, il a travaillé pour la Commission européenne et ensuite, en fin de carrière, fait des inspections de délégations de l'ONU un peu partout, notamment aussi en Afrique, donc dans différents pays. Et je me souviens, il ramenait des fois des CD ou des musiques qu'il avait écoutées, qu'il aimait. Puis, il me les partageait avec moi parce que c'est moi je pense, de nous toutes, ces filles, c'est moi qui accrochais par rapport à la musique. Donc on avait comme un terrain de discussion un petit peu sur les différents artistes que lui il voyait ou qu'il écoutait et puis qu'il me partageait. Puis il continue d'aller à plein de concerts. Là, il m'a écrit encore un message, je pense que c'était avant-hier, en me disant il y a tel et tel artiste que tu aimes et ils sont tous à Bruxelles en ce moment. Puis là, on a eu de la chance de les voir, puis ça me fait penser à toi. Puis c'est vraiment... pour moi, à la base, la danse, c'est venu à travers la musique. Donc, je l'ai apprise comme ça. Et dans ce que j'avais comme personne que je voyais et que je côtoyais à Montréal, j'avais un lien avec la communauté haïtienne dans le sens où j'étais avec quelqu'un qui venait d'Haïti. Puis finalement, j'ai découvert ce pays-là, j'ai découvert aussi la culture, j'ai découvert la musique, j'ai découvert la danse, le zouk, le compas. Et de fil en aiguille, à un moment donné, en regardant des vidéos, ça a dirigé vers la kizomba. Mais j'avais aucune idée de ce que c'était au départ. Je voyais des vidéos, puis je trouvais que la façon de danser était intéressante, mais c'est quand même intimidant parce que c'est encore une autre façon de danser qui était complètement différente
de ce que je connaissais avant. Il y avait une proximité aussi qui était complètement différente de celle que j'avais vue parce que peut-être plus dans le zouk et dans le compas, effectivement, ça se faisait, mais dans les danses latines, la salsa, c'est quand même très dynamique, on bouge beaucoup, c'est très cardio. Peut-être la bachata, on est un petit peu plus proche, c'est vrai, mais ça reste quand même un côté un rythmique différent. Et, euh, et en fait, c'est très drôle parce que c'est une amie à moi qui un jour me dit: «Ah ben, on va aller prendre des cours de kizomba avec mon chum». Je fais: «Quoi? Attends, vous allez faire de la kizomba? Moi aussi je veux, je viens avec vous». Donc c'est elle qui m'a amenée dans ces cours-là. Et eux, finalement, ont lâché le cours où ce sont des danseurs professionnels. C'était des danseurs professionnels de tango qui ne sont plus aujourd'hui parce qu'ils ont d'autres aspirations. Mhm. Mais c'est drôle parce que c'est eux qui m'ont introduit à la kizomba, finalement. C'est toi qui reste là. Oui, c'est moi qui reste là. Et, euh, et en fait, j'ai fait la même chose que j'ai fait avec la salsa. J'étais mordue, donc j'ai pas arrêté de danser, j'ai pas arrêté de pratiquer. Puis Mhm. j'ai fait des écoles différentes aussi pour l'apprentissage. Puis j'ai un peu évolué là-dedans. Et en fait, de fil en aiguille, dans une des écoles dans laquelle j'ai pratiqué, j'ai rencontré Moussa, mon partenaire de danse. Puis j'ai fait plusieurs fois les niveaux avancés. Puis je pense que l'intérêt était tout simplement là. C'est venu assez naturellement que je commence à assister aussi dans les cours. Mhm. Parce que des fois, ils avaient besoin que quelqu'un vienne aider ou tout simplement quand on se trouve dans le cours, ben, des fois, c'est moi qu'on prenait pour faire une démonstration de pas. Puis de plus en plus, moi, c'était quelque chose que j'appréciais faire. Puis j'étais vraiment devenue assistante. Et à un moment donné, avec Moussa, on a juste commencé à collaborer de plus en plus. On a quitté cette école de danse, on a fondé quelque chose avec d'autres partenaires. On a fondé une autre école. Et puis, en fait, c'est ça. On a continué à pratiquer tout ça ensemble. Puis finalement, Moussa et moi, on a décidé de partir un peu des projets à deux, ce qui est assez récent quand même. Et là, on est en réflexion sur ce qu'on aimerait faire, mais on continue d'enseigner, on continue de pratiquer. C'est vraiment, Mhm. ouais, ça c'est vraiment mettons, le cheminement de danse Mhm. que j'ai pu faire jusqu'à présent. Puis, il y a beaucoup de points que j'aimerais adresser, mais il y en a un qui a retenu mon attention, c'est l'aspect de la proximité. Oui. J'ai l'impression aussi qu'il y a une certaine nervosité quand tu l'as dit qui est venue. Est-ce que Ouais. c'est quoi, en fait, la dynamique de danse, la kizomba, la semba? Ben, en fait, à la base, la kizomba est une version quand même un petit peu plus sensuelle que la semba est à l'origine de tout. OK. Puis la kizomba découle de la semba, mais c'est dans la façon d'interpréter la kizomba est souvent dansée sur des musiques qui sont plus lentes et donc plus OK. sensuelles. Par contre, en termes de pas, techniquement, c'est des danses qui sont très, très, très semblables. C'est juste que dans l'interprétation, elle va être un petit peu différente selon la musique qui est jouée. Comme il se trouve qu'en kizomba, on danse beaucoup sur du ghetto zouk ou d'autres musiques de ce genre-là, la rythmique est un petit peu plus lente. Donc, ben en fait, c'est parce que moi, à la base, je suis autrichienne, donc la musique ou la danse qui peuple mon esprit ou ma culture, c'est la valse. C'est Mhm. peut-être pas tout à fait la même forme de C'est un univers très proximité. poli. Ben, c'est une danse où tu danses avec un cadre établi qui est très large, donc tu donnes un Mhm. espace très grand à ta partenaire ou à ton partenaire. Tu as beaucoup de jeux de pieds dans d'autres danses comme foxtrot ou cha-cha ou puis, par exemple, moi, j'ai jamais été familière avec le tango, qui est une autre forme de danse qui est extrêmement proche et qui a une forme d'abandon qui est vraiment intense. Euh, mais donc, la kizomba, c'était un peu la première fois que je dansais sur un tel rythme d'une manière aussi... Ça devient intime, quand Ouais, même. c'était quand même intime, puis il a fallu que je lâche prise déjà sur mon énergie à moi, parce que je suis quand même à la base quelqu'un qui est plus dynamique ou, mettons, j'aime avoir un taux d'énergie assez fort. Puis là, il a fallu que je me calme, il a fallu que j'écoute, et il a fallu que j'accepte aussi d'avoir un guidage qui va se faire à différents niveaux dans le corps, qui va être plus proche. Et je pense qu'il y a une différence aussi culturelle dans le sens où j'en discutais avec Moussa, puis ce que lui me disait, c'était que finalement, lui, il est malien d'origine, mais en Afrique, sa perception, c'est que en Afrique, la façon dont on interprète le rapprochement physique, il est pas du tout pareil Mhm.
que, par exemple, ce qu'il peut voir ou ce qu'on peut voir dans les cultures européennes ou nord-américaines. On n'a pas cette proximité qui va être, qui a une signification tout autre finalement. On a peut-être une façon d'être un peu plus déconnecté en société, un petit peu plus physiquement éloigné, donc on a moins de toucher. Et finalement, ben, la kizomba, ça vient déconstruire tout ça en fait. Pour moi, en tout cas, ça a été mon expérience. C'est comme ça que je l'ai vécu. Puis, moi, j'adore cet aspect-là de proximité parce que c'est comme un... Finalement, c'est un langage que tu engages physiquement au lieu de le faire verbalement. Puis, dans ma vie, je pense qu'on en avait parlé même avant, je suis très cérébrale tout le temps. J'ai fait des études de doctorat que j'ai pas poursuivies jusqu'au bout, mais je veux dire, je suis allée dans une optique de réflexion très intense au niveau mental. Et je me suis rendu compte que le doctorat était peut-être moins pour moi ou l'enseignement à l'université était moins pour moi parce que ça m'éloignait des gens. Donc, je me serais retrouvée à faire un 30% d'enseignement, 70% de recherche dans mon bureau. Et moi, je voulais être avec des gens. Donc, je pense qu'il y a peut-être, si on va chercher un peu plus loin, mais un désir aussi d'être proche, simplement. D'avoir un contact, que ce soit au niveau verbal, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau... j'aime travailler en équipe, j'aime être avec du monde. Puis, je trouve que le fait de danser dans des danses de couple, où en plus, il y a un rapprochement physique qui, c'est extrêmement fort pour moi. Puis ça se dompte aussi parce que dans la perception qu'on peut en avoir, on voit beaucoup de sensualité, voire dans certaines façons de voir la danse, ça peut être interprété comme de la sexualité, ce qui finalement, pour moi, n'est pas forcément quelque chose qui transparaît dans le sens où la sensualité, c'est quelque chose qui est littéralement très physique, sensuellement. Donc, c'est que finalement, tu as une façon d'appréhender ton corps qui est différente. Tu le sens, c'est au niveau du mot sens. Ouais. Puis, j'adore ça avec la kizomba parce que c'est une façon de pouvoir exprimer une sensualité qui va vraiment aller dans cette connexion de langage avec... En fait, c'est une interprétation que tu vas faire de la musique que tu fais à deux. Donc, tu essayes de communiquer avec la personne en face de toi et de voir, ben, si moi je fais une impulsion qui va aller en avant, comment est-ce qu'elle va réagir? Est-ce qu'elle va résister à mon impulsion? Est-ce qu'elle va aller en arrière? Tu vois, tu as des possibilités de l'interpréter qui sont différentes. Et je pense que dans la vie, on est connecté à la fois à travers le mental, mais aussi à travers le physique. Donc, si tu arrives à trouver cette imbrication-là de ce que finalement, ce que ton cerveau arrête pas de réfléchir et puis tu l'exprimes physiquement, ça, il y a comme un côté extrêmement satisfaisant et extrêmement jouissif de le vivre comme ça. Donc, ça résonne tellement ce que tu dis. J'ai l'impression que Renard, ma quête personnelle à travers Renard, c'est de me connecter à mon corps. J'ai fait aussi, on s'est rencontrés à HEC, en fait. Moi, je faisais la maîtrise, tu faisais un DSS par des projets communs. Et moi aussi, je suis toujours dans ma tête. Puis j'avais l'impression qu'en dessous de mon cou, là, je connaissais pas mon corps. Puis l'idée de danser me fait sentir excessivement vulnérable parce que j'ai l'impression que je connais pas ce qui m'habite ou que je serais pas capable. T'sais. Est-ce que... puis tu me fais réaliser qu'il y a un aspect sensuel sans être sexuel. C'est ça que souvent, comme tu dis, la culture nord-américaine, le toucher peut rendre mal à l'aise. C'est quelque chose d'excessivement intime. Comment tu l'as vécu, toi, de traverser cette frontière-là, un peu de ta bulle qui est un petit peu plus grande, puis que là, finalement, elle rapetisse un peu? Comment tu l'as vécu? Est-ce que c'était difficile de sentir que tu t'exposais? Oui, au début, oui. Mais en fait, je pense que c'est là aussi la notion de langage est importante et de communication parce que c'est aussi d'accepter que on est pétri d'une certaine façon, on a vécu d'une certaine façon, on vient avec une certaine culture, une certaine perception de la vie, de la notion du social. Puis c'est tout à fait correct et c'est pas de renier qui on est finalement, c'est juste d'accepter qu'il y a une altérité qui peut être complètement différente. Moi, j'adore la communication, j'adore apprendre des choses. Puis si je pouvais avoir 15 000 vies pour faire 15 000 métiers différents, je le ferais. Quand je dis métier, c'est pas juste en termes de travail traditionnel, parce que pour moi, la danse, c'est aussi un métier. C'est quelque chose que je fais à côté du travail, mais je l'aborde d'une façon qui ressemble à du travail, dans le sens où j'y mets du temps, j'y mets de la réflexion, j'investis là-dedans, j'essaye de faire en sorte de m'améliorer en permanence. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui me fascine, mais je pense que pour revenir à l'idée de
comment est-ce que tu peux aborder une autre façon d'être. Je pense que plus important, c'est d'être ouvert et de se rappeler qu'au final, tu as une personne en face de toi qui n'a pas du tout vécu la même chose que toi, puis qui ne communique ou n'appréhende pas le monde de la même façon que toi, et qui peut avoir un énorme enrichissement de le partager, en fait. Donc, moi, c'est un peu dans cette optique-là que j'ai appréhendé la danse. Et je pense que quand tu dis vulnérabilité, c'est vraiment un gros point. Parce que c'est extrêmement dur de se dire, OK, ben, je vais laisser une personne que je connais absolument pas, ni d'Ève ni d'Adam, au début. Parce qu'à force d'évoluer dans le milieu, tu connais pas mal tout le monde. Mais tu vas laisser cette personne te guider et te donner une impulsion, puis te dire par où aller, en fait. Puis je pense même en tant que femme, d'accepter ça, pour moi, ça a été un challenge aussi parce que j'ai quand même toute ma vie essayé d'être indépendante pas mal, de faire mes choses par moi-même. Et là, on me dit, ben, il faut que tu écoutes. Puis il faut que tu écoutes un homme. Donc, tu sais, je suis comme, oui, je veux, oui, d'accord, mais moi j'ai envie de faire les choses à ma manière. Non, j'ai trouvé ça drôle, mais c'est vrai que ça a été ça aussi. Ça a été, c'est assez classique en danse. En fait, conventionnellement, c'est l'homme qui lead dans beaucoup de danses. Mais tu disais que par des concours de circonstances aussi, les femmes apprennent à le faire parce que s'il manque de partenaires masculins, quoi que ce soit. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de la place de la femme, justement, avec... Oui, en fait, c'est drôle parce que finalement, ce qu'on observe beaucoup plus en kizomba et semba qu'en salsa, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a énormément de femmes qui dansent et beaucoup moins d'hommes. Et pourquoi? Mais il peut y avoir plein de raisons derrière tout ça. Je pense que dans l'apprentissage de la danse, déjà à la base, le début est plus facile pour la femme parce que l'homme doit déjà juste comprendre quel pas lui doit faire et en même temps, il doit donner l'impulsion à la femme. Je veux dire, il faut juste penser à ça, c'est quand même assez intense. Puis surtout que finalement, il faut que tu saisisses ton propre équilibre, tu sois capable de saisir l'équilibre de l'autre. Puis dans la kizomba et la semba, il y a énormément d'emphase qui est mise sur le changement de poids. Parce que tu as des mouvements où tu vas jouer avec les pieds de la personne, tu vas les déplacer, mais tu peux pas bouger le pied s'il est ancré dans le sol. Donc, il faut que tu t'assures que le poids soit sur l'autre pied. Donc, si tu veux bouger mon pied droit, il faut que mon équilibre soit de ta gauche. Mais il faut déjà comprendre qu'est-ce que ça représente quand tu tiens quelqu'un et que tu la guides. Comment est-ce que tu sens où est son équilibre? Donc, je pense que pour les hommes, c'est un challenge d'apprendre. Les premières phases d'apprentissage sont très difficiles. Et une fois qu'ils arrivent à un certain niveau où ils sont capables de dépasser un petit peu les bases et d'aller un petit peu plus dans la créativité, c'est là où s'installe une difficulté pour la femme. Parce que quand l'homme va commencer à se sentir bien dans son assise de danse, il va être capable d'aller dans de l'improvisation beaucoup plus, parce que c'est très personnel aussi la danse. Ton corps va jamais s'exprimer de la même manière qu'un autre corps. Mais c'est là où pour la femme, elle peut avoir plus de difficultés ou mettons pas de difficultés. Ça va être un peu plus un challenge pour la femme de s'adapter au mouvement de l'homme parce que là, elle se dit, ok d'accord, maintenant il faut que je m'adapte à ce que toi tu vas me donner comme impulsion qui est totalement quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Donc il y a différents niveaux d'implication, je pense, de part et d'autre. Puis ça, c'est mon observation personnelle. C'est un facteur que je vois être peut-être une explication. J'ai pas forcément toutes les réponses. On n'a pas besoin de décider de statistiques. Non, c'est ça. Non. Puis tu sais, je veux dire, encore une fois, c'est mon point de vue en tant que on appelle maintenant, on dit plus, on dit pas forcément homme-femme, mais ça, je vais y venir. On dit follow et lead. Donc moi, en tant que follow, c'est mon observation. Mais par contre, ce que je peux voir, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup plus de femmes et maintenant, les femmes de plus en plus guident. Parce que, oui, bien sûr qu'il y a une part dépit, mais moi, j'aime bien le voir aussi comme un petit peu une façon de changer les choses. Tant qu'à faire, si tu es là et que tu attends pour danser, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas une action pour ne pas attendre tant que ça? Parce que c'est vrai que quand tu commences à danser, il y a une grande part de vulnérabilité parce que tu t'exposes ton corps à quelqu'un d'autre, puis tu exposes ta façon de bouger à quelqu'un d'autre. Puis tu sais pas si ça va plaire à l'autre personne non plus. Puis en même temps, est-ce que c'est le but de toujours plaire? Pas obligatoirement, mais la pression, elle est quand même là. Moi, je me souviens au début quand je dansais, je me sentais comme dans les cours de sport. Tu sais, où quand les gens, ils choisissent leur équipe,
Puis t'es juste comme, ok, pitié, je veux pas être la dernière à être choisie. Mais j'attendais pendant une demi-heure de pouvoir danser. Mm. Après, une fois que tu commences à maîtriser, tu connais les gens, tu as un tissu social qui est beaucoup plus fort. Puis là, à ce moment-là, bah, tu te fais aussi plus inviter, etc. Mais ça reste quand même que j'attends souvent dans les soirées. Puis là, bah, que les femmes prennent les devants de guider, je trouve ça intéressant parce que euh, même si, mettons, à la base, c'est une impulsion qui vient d'une déception peut-être, mais je pense qu'il y a une énorme richesse parce que, encore une fois, dans l'optique de apprendre à connaître une autre personne, une autre culture, pourquoi ne pas apprendre aussi un autre rôle? Mhm. Tu sais, au final, pourquoi est-ce qu'une femme ne pourrait pas guider? Et vice-versa, l'homme se laisser guider. Moi, je trouve que c'est incroyable les possibilités qu'on a avec ça, parce que tu te rends compte quand même que tu changes des rôles qui sont établis depuis je ne sais combien de temps, depuis l'aube, Mhm. enfin depuis le début que la danse existe finalement. Sûrement qu'il y a des danses dans lesquelles les rôles sont inversés, je ne les connais pas, mais la majorité des danses sont quand même guidées par les hommes. Donc, pourquoi est-ce que cette occasion finalement de voir de plus en plus de femmes qui prennent le devant, est-ce que ce serait juste par dépit? Finalement, c'est une très belle Mhm. possibilité de changer cette donne-là, puis de vraiment aller dans une communication, de vraiment aller dans un ok, ben moi je me mets dans ta peau, puis toi tu vas te mettre dans la mienne. Puis c'est extrêmement ludique. Mhm. C'est très très dur. Moi là, quand De prendre j'essaye. le lead ou... Ouais, Ouais. là j'apprends à guider et honnêtement, là, ça me déconstruit complètement mon schéma dans ma tête. Genre, on dirait que Mhm. j'avais une petite géométrie faite d'apprentissage de, ok, ben, je sais que les impulsions vont venir, il va falloir que je réagisse, il faut que j'ai un petit peu une tension ici, puis que je me laisse aller par rapport à ce qu'on va me donner. Puis là, maintenant, c'est, bon, là, il faut que j'écoute la musique. Puis là, il faut que je me dise, qu'est-ce que je vais faire comme pas? Puis là, est-ce que ça va avec ce que la musique me donne? Parce que s'il y a des ralentissements ou il y a des accélérations, ben, t'aimerais bien quand même que ton mouvement, il coordonne un petit peu. Mhm. Mais je suis même pas encore rendue à cette étape-là, mais des fois, j'arrive à y penser. Mais juste de me dire, ok, ben, la fille, elle bouge dans ce sens, et puis, telle fille, je lui donne une impulsion, elle est hyper réactive, elle part, puis là, je me rends compte qu'il faut vraiment pas que je pousse fort. Puis il y en a Mhm. d'autres où vraiment, littéralement, il faut les déplacer. Puis c'est c'est vraiment drôle à quel point les corps sont complètement Mhm. différents. Puis je comprends honnêtement que c'est vraiment challengeant c'est vraiment difficile pour un homme d'avoir cette obligation de guider, puis en même temps de penser à ses propres pas et de se dire Mhm. ben, comment est-ce que je vais me positionner, est-ce que la, tu sais, qu'est-ce que je vais aller pouvoir chercher cette telle personne, comment est-ce que je peux compenser pour telle chose qu'elle fait ou qu'elle ne fait pas, tu vois. Il y a Donc, une vulnérabilité là. Comme tu dis, c'est ça, de prendre soin de soi, de oui, s'harmoniser avec la musique, puis d'amener ça chez l'autre, là. ouais. Comment ça s'est passé, votre rencontre à toi et Moussa? Mais c'est drôle parce qu'en fait, on s'est rencontrés à une soirée de danse. Moi, j'étais dans une autre école, je prenais tous mes cours. Puis, je sais plus si j'avais commencé à prendre des cours dans l'école dans laquelle lui, il enseignait, parce que lui, ça fait vraiment plus longtemps qu'il enseigne. Mais je me souviens on a dansé ensemble. Et moi, ma première impression, c'était, oh là là, lui, il adore jouer. Parce qu'il faisait, en fait, il a une façon de danser qui est vraiment particulière. OK. Il est très droit, mais il fait énormément de jeux de pied. OK. Il est très, très mobile au niveau de comment il positionne son poids, mais c'est vraiment très drôle de le voir. Ça a été surprenant pour moi parce que c'était pas comme les autres danseurs. Et lui, la première chose qu'il me dit, c'est il me dit ah, mais ça va, bon, tu danses pas mal et tout. Mais en fait, t'es vraiment petite, on dirait une schtroumpfette. Je te la... Tu rigoles? Et en fait, c'est ça sa personnalité. Mhm. Il fait exprès, il va te titiller, il va te Mhm. taquiner, et puis tu sais, il va tester les gens un petit peu comme ça pour voir où est-ce qu'ils se positionnent. Mhm. Mais du coup, c'est drôle parce que pendant un moment, mon surnom en danse, c'était Schtroumpfette. OK. Tu mesures combien pour les gens qui regardent? Ah oui, j'avoue. Par curiosité. C'est quoi en centimètres, c'est 1m62, 3. Donc je pense qu'en pied, c'est 5 pieds 2 OK. ish. OK. Mais toi, tu fais combien? Toi, 5 pieds 4 et demi, Je suis un peu plus petite que toi, hein? Un petit peu. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Ou alors c'est 5 pieds 3, je sais pas. Fait que t'es pas si petite. Non, mais non. T'es pas à 4 pieds 10. Non. Mais, fait que dans le fond, j'ai l'impression que Moussa amène de la légèreté, tu sais, Ouais. dans sa façon de faire. Ça doit enlever tellement de stress, ça, Ouais. d'apprendre à danser avec Ouais. quelqu'un qui s'amuse Ouais. en le faisant. Mais parce que oui, et puis honnêtement, je pense que c'est pour ça qu'on est partenaires de danse, c'est parce que moi, je réponds exactement à ça. Dans le sens où pour moi, il n'y a pas de but dans la danse si c'est pas pour t'amuser.
je veux dire, c'est à un moment donné, c'est aussi simple que ça. Tu réagis, tu vas te laisser aller sur de la musique. Il faut qu'il y ait de la joie qui ressorte. Il faut que ce soit... Oui, il y a des musiques qui sont plus lentes, puis tu vas aller vraiment chercher quelque chose de plus profond en matière de sentiments vulnérables ou peut-être d'émotions qui vont être peut-être un petit peu plus mélancoliques, etc. Mais ça reste quand même une façon de jouer avec ton corps, de l'amener dans une sphère différente de celle que tu connais. Si je veux dire, pourquoi est-ce qu'on fait du sport? Pourquoi est-ce qu'on marche? Pourquoi est-ce qu'on bouge? Pourquoi est-ce qu'on... Plein de choses comme ça, finalement, qui font qu'on est, on est comme un moteur sur... on est une machine, on a envie de bouger, on a envie de l'utiliser. On a envie de sentir notre corps de différentes façons. Puis c'est drôle parce que je pense que ce qu'on donne comme image, Moussa et moi, c'est qu'on n'arrête pas de se taquiner. Puis on l'exagère aussi des fois dans les cours, on l'exagère des fois aussi dans les réseaux sociaux. Mais en vrai, c'est ça qu'on fait. Tu sais, je veux dire, on serait juste lui et moi assis l'un à côté de l'autre, on serait en train de se taquiner aussi. Et moi, j'adore ça parce que j'adore rire. Donc, tu sais, il y a comme un côté de, je vais rigoler avec toi, puis ça va m'amener ailleurs. Puis on essaye de le faire dans les cours aussi. Donc c'est là où je dis on joue un rôle dans le sens où on exacerbe ce qu'on est. On le met un petit peu plus fort parce que c'est comme quand tu es devant la caméra et que tu joues, je ne suis pas actrice, mais quand tu joues, visiblement, il faut que il faut que ton expression soit un petit peu plus prononcée. Donc on met ça en valeur, ce côté-là. Pour nous, et moi je trouve que ça amène aussi une facilité pour les étudiants auxquels on enseigne de se sentir plus à l'aise. Tu sais, on se prend pas au sérieux. Je vais faire des blagues sur moi, je vais faire des blagues sur Moussa. Moi, généralement, ma blague préférée, c'est ses longs bras. Parce que il montre des mouvements dans lesquels il met le bras en arrière, puis lui, il est capable de... Avec son bras, ça passe en arrière, puis ça va jusque ici. Mais il n'y a pas tous les garçons qui ont des longs bras. Donc, puis je le dis tout le temps. Hein. Puis même lui, maintenant, il me dit, bon, Katharina, je sais ce qu'elle va vous dire, ça va pas être comme ça pour tout le monde. Mais en vrai... Mais donc voilà, on fait des blagues, là-dessus. Puis moi, je blague de ma taille. Je rigole de situations. J'essaye de faire en sorte que les élèves, ils aient l'impression qu'ils peuvent lâcher prise. Parce qu'on le voit souvent dans les cours. Et moi, je le sais parce que c'est comme ça que j'étais. C'est très difficile au début. On ne sait pas du tout quoi faire. Et on est très coincés. Et c'est vraiment en décoinçant ça au fur et à mesure que finalement on se rend compte que c'est pas si grave, là, on peut juste se laisser aller. Mais au début c'est dur. C'est ça ma prochaine question. C'était est-ce qu'il y a un point où toi t'apprenais puis tu te mettais tellement de pression que c'était plus le fun? En fait, je te dirais peut-être pas forcément non, ça a jamais été plus le fun quand j'apprends. Parce que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'enrichit. Où tu es toujours en absorption de... Non, ce qui est moins le fun, c'est quand, par exemple, je me suis blessée en faisant du sport ou en faisant des activités. L'année dernière, j'étais en Afrique du Sud, puis on faisait de l'équitation, puis à un moment donné, mon cheval est juste parti rapidement. Je suis retombée dans mon assise et en fait, j'ai senti une douleur tout le long du milieu du dos, puis j'ai été voir des physios, ostéo, etc. Et en fait, les groupes musculaires autour de la colonne vertébrale faisaient des sens contraires, donc bloquaient complètement la colonne vertébrale. Donc, tu sais, je veux dire, pour pratiquer une danse où finalement, il faut que ton bassin ait une mobilité, une fluidité, là, c'est extrêmement challengeant. Danser en talons, c'est devenu difficile. Mais là, je commence seulement depuis peut-être 6 mois à aller mieux, tu vois. Et à reprendre le sport, à reprendre... Donc, les blessures font partie de la vie, mais elles handicapent beaucoup ta capacité à te laisser aller. Et c'est vraiment gênant parce que ça a un impact aussi sur le moral parce que tu dis, je suis plus aussi bonne, j'y arrive pas, puis j'enseigne. Et puis je suis supposée, tu sais, montrer des mouvements, puis je me sens pas à l'aise. Puis quand je dansais avec Moussa, des fois, je disais, bon, j'ai mal au dos aujourd'hui, donc on va y aller plus doucement. Donc, tu sais, il devait faire aussi attention à certaines choses. Donc, je dirais, ça, c'est pas drôle. Okay. Mais ça arrive. C'est juste que faut le prendre en considération. Et tu vois, c'est fou parce que je parlais avec une élève qui, en fait, travaille dans une clinique. Je ne connais plus le terme exact, mais c'est tout ce qui est gestion de la douleur qui est devenu chronique. Et elle a des problèmes de genoux et des problèmes de hanches aussi, je crois, chroniques en permanence. Puis ça lui fait mal tout le temps. Et en fait, elle expliquait que même ses médecins lui recommandaient de bouger.
parce que ça huile, en fait, quelque part le corps. Puis si tu ne bouges pas, tu crées une inertie au niveau des articulations. Donc, c'est pire de ne pas bouger. Mais ça reste quand même que c'est un challenge de danser et de faire certains mouvements. Puis cette fille-là, aujourd'hui, elle enseigne. Tu vois, elle fait ça pour son plaisir, purement. Mais je me dis, mon Dieu, c'est trop forte. Ah, c'est extraordinaire. Est-ce que toi, tu devais faire de la réhabilitation ou c'est plus, il faut juste que c'est supposé se résoudre par... Ta blessure est supposée s'arranger par elle-même? Le dos? Le dos, oui. Mais en fait, j'ai dû calmer un peu la danse. J'ai dû arrêter un peu le yoga aussi que je faisais. Arrêter les sports. J'ai arrêté pas mal le sport, en fait. Et je faisais des exercices de physio. Je faisais des étirements, en fait. Mais à un moment donné, j'ai dû donner à mon corps le temps du repos. T'obliger à t'arrêter. Oui, ça a été très, très dur. Ouais, l'immobilité, c'est spécial, hein, comment des fois aussi quand on apprend à méditer, de juste s'arrêter, moi, ça me faisait mal physiquement. Tu sais, dans les premiers temps, quand tu fais du yoga, puis c'est des positions très lentes ou fixes, parce que on dirait que ça fait émerger des choses à l'intérieur, puis Est-ce que tu sens que c'était une période plus méditative pour toi ou t'étais plus, genre, t'avais juste hâte de retourner sur le plancher de danse? J'avais plus hâte. Je continuais de danser, en fait, tout le temps, mais c'est juste que par exemple, j'ai arrêté de porter des talons tout le temps. Maintenant, je suis beaucoup plus aussi en chaussures plates. Puis, au final, qui je trouve aussi pas mal respectueux de l'origine de la danse, parce que finalement, les danses africaines globales, elles se dansent pieds nus ou à pied plat. Je veux dire, à chaussures plates, c'est pas un talon obligatoirement. Donc, c'est sûr que pour moi, je trouve que ça fait du sens, en fait, même d'y retourner, finalement. C'est une belle image, ça, de dire finalement, il y a un retour aux origines. Est-ce que vous enseignez des fois en nu-pied? Est-ce qu'on apprend la danse nu-pied? Non, pas forcément nu-pied, mais en chaussettes, ça m'est déjà arrivé parce que j'avais oublié mes chaussures. OK. Je peux imaginer l'expérience de sentir le sol avec ses pieds, ça doit être intéressant quand même. Ouais, puis c'est drôle, il y a un danseur qui a un petit peu des projets dans la danse, qui donne des cours aussi, Émile, puis il a créé un week-end de danse, une première édition récemment, qu'il a appelé Smile, qui est vraiment genre pour signifier le sourire, etc. Et lui, il danse nu-pied souvent. Ouais. Okay. C'est sa signature. Ouais, c'est sa signature. Il aime ça. Ouais. Mais je trouve ça beau, en fait. J'aime. Puis encore une fois, si on veut parler de connexion, au final, tu sais, à la base, on n'est pas supposé marcher sur du bois ou du bitume ou des choses comme ça. Hein. Au final, on est supposé marcher sur le sol pieds nus. Hein. Donc, oui, on se protège parce qu'on a des saisons qui sont complètement différentes d'un pays à l'autre. Mais initialement, l'être humain, il n'est pas surélevé sur des talons. Ça doit faire du bien de poser le pied au sol. Ouais. Non, ça le fait. Puis au niveau des origines de la danse, en fait, est-ce que tu peux nous parler un peu de... On ne va pas faire de cours d'histoire, il n'y a pas de pression pour ça. Mais d'où viennent la kizomba et la semba? Mais elles viennent d'Angola. Puis il y a une différenciation aussi entre ce qu'est la musique et ce qu'est la danse. À la base, c'est la semba qui a émergé à peu près à la deuxième moitié du XXe siècle. Puis, d'ailleurs, j'ai amené un livre qui est vraiment intéressant que j'ai commencé à lire comme il faut. Ça s'appelle Intonations. Puis ça fait le lien entre tout le contexte social, culturel et politique finalement en Angola. Parce que, veux pas, il y a quand même... L'indépendance est arrivée en 75, mais il y a eu des guerres civiles qui ont perduré par la suite. Puis, dans ce contexte-là, la danse prend une charge qui est un petit peu différente de ce que nous, on peut la vivre maintenant, aujourd'hui, à Montréal. C'est peut-être un contexte qui est un petit peu plus profond, qui va aller chercher aussi dans des notions de nationalisme, de comment est-ce qu'on s'identifie en tant que nation. Puis, c'est ça, la raison pour laquelle je ne peux pas en parler beaucoup plus en profondeur, c'est que je n'ai pas encore lu le livre. Non, mais c'est correct. Voilà. Mais tu connais quand même les origines. Oui. Parce que là où moi, ça m'a fait découvrir la danse. Puis le contexte historique, c'est une publication qui était faite sur Facebook. Puis là, ça m'a vraiment ouvert les yeux. Tu sais. J'avais compris que la danse, à ces moments-là, dans un temps difficile de guerre, mais c'était un moment pour se rassembler. Puis être heureux malgré tout, se retrouver. Oui, puis véhiculer une fierté ou une identité
en tant que nation qui finalement est peut-être oblitérée parce que tu te retrouves dans un contexte de guerre. Puis, en fait, le mot Kizomba est un mot Kimbundu qui veut dire fête. Puis, je pense que ça veut quand même dire pas mal de choses sur ce que la danse, elle est. Puis, c'est vraiment d'aller chercher peut-être des notions d'histoire ou de culture ou de politique ou de... Peu importe, d'aller se renseigner là-dessus. Je pense que ça peut être enrichissant quand tu pratiques quelque chose parce que tu saisis qu'à un moment donné, il y a des significations derrière tout ce que tu fais. Donc, mettons, tu vas prendre un cours que ce soit maintenant en semba, en kizomba ou en samba ou en zouk ou peu importe, ou n'importe quelle danse latine. Si à un moment donné, tu es capable de connecter à d'où vient ce mouvement-là, d'où vient cette musique-là, qu'est-ce que le chanteur signifie dans sa chanson, parce que des fois, en plus, la plupart des chansons qu'on écoute sont pas dans une langue qu'on comprend forcément, mais si on va voir les traductions de certains des textes, il y a des choses qui sont extrêmement significatives au niveau socioculturel qui nous échappent énormément. Donc, peut-être d'aller faire des recherches là-dessus, d'aller se renseigner. Puis, tu vois, tu parlais de la publication que j'avais mise sur Facebook. Ben, c'est drôle, c'est une publication, en fait, que j'ai vue sur une page Facebook qui s'appelle History of Kizomba et qui est une page que j'aime beaucoup parce que les personnes qui publient là-dessus mettent beaucoup de vidéos, de liens audio, puis publient énormément sur la kizomba, l'origine de la semba aussi, puis sur la façon dont c'est interprété en Angola, dont ça peut être interprété en dehors de l'Angola par des Angolais ou non-Angolais. Donc je trouve que c'est intéressant parce que finalement tu saisis qu'il y a beaucoup plus de signification derrière. Chaque mouvement a une histoire ou une signification qui peut être plus profonde en fait. Par exemple, la samba, elle vient d'une danse qui s'appelle Masemba, qui est une danse en rythme ternaire, qui est en fait un mouvement de parade que font des couples, puis où l'homme se tourne vers la femme et donne un coup de nombril. Puis en fait, c'est drôle parce qu'on en a fait un petit peu avec Moussa, mais je ne saisissais même pas ce que c'était à la base. Donc, puis là, ça m'a amené un petit peu à regarder, à me dire, mais en fait, derrière ce que moi, je suis en train de pratiquer aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres couches. Donc, je suis assez curieuse de ce livre-là. D'ailleurs, je l'ai commandé parce que j'avais vu une publication de la page History of Kizomba. Donc, j'ai hâte de pouvoir en savoir un peu plus et finalement de voir ce que moi, je peux aussi essayer de véhiculer. Parce que c'est quand même une danse que j'emprunte. Donc, c'est quand même le minimum de respect serait d'en savoir un petit peu plus sur les origines, puis le développement, etc. Donc... Puis j'apprécie Moussa aussi dans ce sens-là parce que lui, c'est quelque chose qui le fascine, l'histoire. Il adore ça, il écoute plein de choses sur différents sujets historiques et même en danse, il est vraiment intéressant parce que il s'est intéressé pas mal aux origines de la kizomba et de la samba. Donc, la prochaine fois que tu l'inviteras dans un podcast, tu pourras faire on fera une discussion surtout. Mais moi, ce que je trouvais beau, c'est qu'en lisant les origines de la danse, puis ce qui avait émané à travers juste les photos, les vidéos que j'ai vues, on dirait que je voyais l'essence de ce que c'était, l'aspect joie de vivre puis social. Fait que j'étais fascinée de voir que, malgré le fait que c'est sorti du pays, puis que nécessairement les gens se l'approprient un petit peu, puis il y a des variations, j'imagine, que l'essence est encore là. Fait que j'étais curieuse de savoir, est-ce que c'est parce que les enseignants ou les gens qui le pratiquent connaissent l'histoire puis la perpétuent ou c'est juste, finalement, ça a été transmis inconsciemment puis les gens l'appliquent sans le savoir? Tu sais, j'imagine que c'est un peu de tout, là. Ben oui, puis ça dépend aussi beaucoup parce que quand on voit la signification de fête, c'est pas juste ça non plus, c'est peut-être la fête d'une identité, mais derrière la fête d'une identité qui a été vraiment torturée. Donc, puis en même temps, c'est de se rendre compte que moi, je le prends peut-être plus dans un sens très terre-à-terre, dans le sens où, pour moi, danser, c'est un moment de joie. Donc, c'est vraiment comme ça que moi, je l'interprète. Je vais peut-être pas forcément... je pense pas que les professeurs soient forcément en détail des origines en permanence. Parce que c'est quand même... Il y a énormément de différentes interprétations qui peuvent être amenées là-dedans. Il y a énormément de savoir aussi à connaître avant d'être vraiment capable de, mettons, pouvoir donner l'exacte origine de telle chose ou telle chose. Mais je pense que ce qui est important, c'est simplement
de véhiculer ce que signifie pour toi la danse. À quelle étape tu en es? Quelles sont tes aspirations? Et ce que toi, t'en connais, partage-le en fait. Donc c'est dans ce sens-là que je pense que, tu sais, la joie qu'on va avoir dans beaucoup de cours ou dans beaucoup de danses qui sont pratiquées à Montréal, c'est simplement aussi parce que les gens apprécient danser. Ils aiment ça. Ils sont vraiment dans une optique de... Je suis dans un moment de partage avec une personne, puis j'aime ça. Donc au final, moi, je le vois un petit peu comme ça. Mais, et plus particulièrement Moussa et moi, c'est aussi simplement dans nos personnalités. Je pense que c'est ça. On est vraiment dans la volonté d'être heureux, en fait. Donc, dans le moment où on le pratique, en tout cas. Donc, c'est la joie, tu la vois peut-être là-dedans aussi. Puis, au niveau de la popularité de la kizomba, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est en croissance, qu'il y a une petite effervescence, puis qu'il commence à avoir d'autres troupes ou écoles. Ou, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui... En fait, si tu veux danser la kizomba à Montréal, tu peux y aller tous les soirs. Ah ouais, OK. Oui, il y en a beaucoup. Je pense que ça a évolué beaucoup parce qu'il y a une dizaine d'années, c'était un petit peu moins connu. Mais ça a vraiment connu un boom. Ça fait combien de temps que tu as commencé? Moi, j'ai commencé il y a 4-5 ans à peu près. OK. Donc déjà là, entre le moment où tu as commencé puis maintenant, ça... Oui, il y a une évolution. Vraiment. Et c'est impressionnant de voir aussi finalement les écoles qui étaient à l'origine, puis là maintenant les nouvelles écoles qui se développent. Je dirais que moi, peut-être le parallèle que moi je peux faire, c'est la kizomba aujourd'hui est un petit peu au stade où la salsa était, mettons, il y a 15-20 ans. 15 ans peut-être, parce que je ne sais pas depuis quand la salsa connaît vraiment une popularité. Mais je veux dire, maintenant, n'importe qui à Montréal, la salsa, c'est vraiment très abordable. Donc, tu as énormément de variétés de danseurs, tu as tous les âges, toutes les formes physiques, toutes les... peu importe, tu as de tout. Et la kizomba, ça commence, oui, énormément à se développer. A vraiment une popularité énorme. J'ai l'impression que ça se fait à travers... Encore une fois, c'est un moment de rassemblement, j'ai l'impression, avec des festivals, des événements. Il y en a de plus en plus. Puis les gens... Quand toi, c'était le temps d'apprendre, est-ce que tu es allé, t'as-tu voyagé? Où t'as appris, toi? T'as appris à Montréal avec des profs, mais ces profs-là, eux, apprenaient d'où? Ben, en fait, ça va varier parce qu'il y a quelques profs qui ont en fait développé un bassin de professeurs aussi, finalement. C'est des gens qui sont venus ici, puis ils sont installés, angolais ou non, mais qui ont développé aussi la technique, qui ont développé l'enseignement auprès d'autres personnes, puis qui ont ensuite véhiculé ça. Moussa, lui, a appris d'un prof... qui vient du Cap-Vert à l'origine. Puis, donc, il a pratiqué avec Yvon, puis c'est comme ça que lui, il s'est formé. Et à la base, lui, il dansait le hip-hop. Donc, ça n'a rien à voir. Puis quand je vois, il me montre des vidéos... Moussa dansait le hip-hop? Oui, à la base, il dansait le hip-hop. Hip-hop breakdance, je ne sais plus. Il va me massacrer quand tu vas voir la vidéo. Mais bref, non, et puis... Il a appris comme ça la kizomba et la semba. Puis Yvon était quelqu'un qui a quand même une énorme connaissance aussi au niveau culturel. Donc, à force de discuter, il en a appris beaucoup là-dessus aussi. Puis il s'est beaucoup renseigné, Moussa. Mais ouais, il y a quelques personnes dans le milieu de la kizomba qui ont apporté et véhiculé leurs connaissances. Après, tout ce qui est voyage, je te dirais, ça va vraiment dépendre parce que je trouve que Montréal est un vivier de danse. Vraiment. En kizomba, Samba, il y a énormément de talent. Pas juste à Montréal, aussi en Amérique du Nord. Donc oui, du voyage peut-être par rapport à l'Amérique du Nord, mais Moussa et moi, pour l'instant, on a fait surtout Québec, Ottawa, puis on a été invités aussi à Edmonton à un moment donné. Moi, quand je suis allée à Vienne cet été, j'ai essayé de danser aussi. C'est beaucoup moins développé. En Autriche, c'est pas... ça commence, mais c'est vraiment pas au niveau de ce que tu es avant. Ce que c'est maintenant, je veux dire, à Montréal. Je suis allée danser à Paris aussi, mais c'est pareil. Paris, c'est une communauté de danse énorme en kizomba semba. Ah ouais, c'est énorme. Même, en fait, Urban Kiss, qui est une autre danse qui se développe, qui est inspirée de la kizomba et de la semba, mais qui finalement, même dans son choix musical ou son interprétation, se détache quand même beaucoup. C'est un nouveau style émergent? Oui. C'est pas d'une danse traditionnelle qui s'appelle... C'est Urban Kiss? Oui, c'est Urban Kiss, ouais. Oui, donc tu vas avoir des influences de danse urbaine, entre guillemets, donc hip-hop et autres. Puis, je pense qu'il y a des façons de l'interpréter où tu vas tellement loin que finalement, il n'y a plus tant de kizomba qui s'y retrouvent, mais tu peux
être capable d'incorporer des mouvements de kizomba, puis d'ajouter peut-être une variante qui va, qui va être plus de l'urban kids. Mhm. Mais tout ça pour dire que en France, en tout cas, la danse aussi est très, très développée. Puis là, je vais à Bruxelles à Noël, puis j'ai vu qu'il y a un gros festival de danse. Ok. Je vais en profiter. Est-ce que tu planifies tes voyages quand tu peux pour danser ou c'est quand tu fais un voyage, tu essaies de danser? Ouais, j'essaie de danser. En fait, il y a énormément de gens qui vont pour danser. Mhm. Puis honnêtement, j'admire ça. C'est juste que c'est quand même énormément de temps que tu passes à danser. Donc quand tu fais un festival, tu arrives sur place, je veux dire, tu dors quasi pas parce que tu viens en soirée, tu danses toute la nuit. Bon, on s'entend qu'en Amérique du Nord, de toute façon, les soirées, elles finissent à 3 heures du matin. C'est pas comme en Europe où ça finit à 6 heures du matin. Mais il y a des afters des fois. Puis ensuite, le lendemain, tu recommences avec des cours. Puis toute la journée, tu fais des cours. Donc, quand tu le fais 2, 3 jours, je peux te dire qu'après, tu es brûlé. Donc, puis, tu sais, ça dépend aussi de ton style de vie. Si tu as une job qui est plus relax, où tu es plus à l'aise et que tu es capable de prendre du temps off, etc., c'est plus facile. Moi, par exemple, dans mon cas, je veux dire, je travaille puis dans une job qui est quand même plus demandante, puis qui est extrêmement stimulante, mais ça fait quand même... Puis en plus, ça fait pas si longtemps que j'y travaille, donc c'est encore toute une forme d'apprentissage là en ce moment. Je peux pas me permettre de faire ces voyages-là en permanence. Puis c'est onéreux aussi finalement. Donc faire un saut pour aller s'épuiser puis revenir. Ouais, c'est ça. Mais ça encore, c'est mon cas à moi. Et il y a énormément de gens qui vont aller dans différents festivals, qui reviennent avec, c'est ça, un gros sourire aux lèvres. Mais parce qu'un festival, c'est intense. T'es t'es en petite communauté pendant tout un week-end, puis là, tu fais qu'apprendre, apprendre, apprendre. C'est vraiment intense. Ah oui, puis j'avais oublié de dire, on est allé à Toronto aussi. Il y a un super festival à Toronto qu'on adore et on a enseigné les 2 dernières années. Et là, je trouve que honnêtement, ça s'appelle TOC, le festival, et les profs qui sont invités sont beaucoup des profs angolais, ce que je trouve qui est extrêmement intéressant aussi parce que finalement, tu apprends aussi à voir avec des profs qui viennent du pays d'où vient la danse. Je veux dire, c'est quand même un enrichissement aussi. Il y a une connaissance, une couche qui est quand même au-delà de ce que moi je pourrais avoir directement. Donc, j'adore ça. Je trouve ça super stimulant. Puis ça te plonge complètement dans la danse elle-même. Donc, tu le manges littéralement tout le temps. Est-ce que entre les communautés, quand t'es à Paris ou à Toronto, est-ce qu'il y a des différences entre comment la danse est pratiquée à Montréal et les autres villes ou c'est assez similaire? Ben, c'est quand même dans le sens où l'idée de rassemblement, elle est toujours pareille. Le fait de danser, c'est toujours pareil. C'est juste que c'est sûr que une communauté à Montréal, elle est différente de celle des autres pays parce que ça dépend qui y vit aussi, ça dépend qui compose la communauté, ça dépend comment est-ce que l'engagement social est aussi. Non, c'est vrai que c'est complètement différent. Ça dépend quel genre de danse est plus développé, comme par exemple, si à Paris c'est plus l'urban kids, puis à Montréal c'est plus... quoique l'urban kids prend quand même une grosse place, mais plus la kizomba, puis là avec la semba, on essaye un petit peu de la pousser aussi, parce que je pense que Moussa et moi, on a un petit faible quand même pour la semba. Mais oui, non, c'est sûr que c'est différent d'un endroit à l'autre. Puis il y a plein d'autres endroits que j'ai pas explorés non plus au niveau de la danse. C'est même juste d'aller en Europe ailleurs ou même d'aller en Angola finalement, d'aller danser sur place. Ce serait aussi complètement une autre expérience. Mais c'est tellement beau. On dirait que ton contact avec la danse par la musique a commencé avec ça. Tu sais, ton père c'est une façon de s'ouvrir à une nouvelle culture, puis que c'est encore ça aujourd'hui. Tu sais. Tu parlais de la semba, que tu as un petit crush, un petit faible pour la semba. C'est quoi les... Tu nous parles un petit peu, mais c'est quoi les distinctions entre la kizomba et la semba? En fait, c'est... honnêtement, la kizomba et la semba, à la base, c'est la même danse. Donc, si tu apprends les pas, peu importe en kizomba ou semba, tu es capable d'exécuter l'autre danse. C'est juste que ça va être guidé aussi par le choix musical, finalement. Et la rythmique en semba est peut-être un peu plus circulaire. Donc, tu es plus en effet toupie. Okay. Donc, ton centre de gravité est un petit peu plus centré. Mais je veux dire, au final, la différenciation qui s'est faite avec la kizomba, de ce que moi j'ai pu observer, c'est davantage quand tu rentres dans un choix musical où la façon dont tu interprètes les mouvements va être plus langoureuse ou plus lente ou plus sensuelle. Et peut-être des choix musicaux qui finalement vont être un petit peu plus rythmiques,
et pas non plus tout le temps, parce qu'il y a des sembalantes, ça existe. À ce moment-là, tu vas plus te diriger du côté Semba. Donc là où je dis que moi, c'est un coup de cœur, c'est parce qu'au niveau énergique, moi, je suis davantage quelqu'un qui est... j'aime bouger, j'ai plus une énergie à un niveau plus élevé. Donc c'est pour ça que la Semba, pour moi, il y a un côté qui vient me rejoindre instinctivement. Puis ce que j'aime aussi, c'est que la façon dont on l'interprète avec Moussa, c'est qu'on essaie de faire des mouvements des fois qui sont peut-être pas les plus sensuels, mais qui des fois sont un petit peu dans une façon de jouer et d'être ironique. Peut-être ironique de soi-même, ironique de ce qu'on veut représenter. Mais c'est qu'aussi, à un moment donné, on ne se prend pas au sérieux. Donc, c'est plus facile de le faire en semba. Parce que, puis sur certaines rythmiques plus poussées. Donc, des positions dans lesquelles, je veux dire, je pense qu'il y a une des photos qu'on a et qu'on utilise quand on fait créer des flyers où je suis debout, puis lui, il a une jambe qui passe entre les miennes, puis moi, je suis comme... Je fais semblant d'être offusquée, mais en fait, c'est un peu ce côté-là. Donc, de surprendre puis de jouer, en fait. Donc, c'est pour ça que la Semba, moi, c'est quelque chose qui vient me parler particulièrement. Est-ce que vous avez des personas? Est-ce que tu sens des fois que il y a un personnage dans lequel tu rentres puis tu sens que c'est une autre entité ou c'est juste plus d'amplifier tes émotions? Je pense que on a appris à rentrer dans un persona. Parce que plus quand tu fais des démonstrations à la fin de cours, et particulièrement quand tu fais des shows. Parce que tu peux pas arriver sur scène et ne pas avoir une certaine énergie. Ça peut aller dans un sens comme dans un autre, mais il faut que tu fasses une connexion avec des gens qui physiquement sont quand même pas mal éloignés de toi. Donc tu es obligé d'aller les chercher. Puis il faut que tu le fasses avec la musique. Donc tu sais, s'il y a des intonations musicales, il faut que tu les joues, faut que tu... Tu sais, moi de plus en plus, j'essaye peut-être d'avoir des expressions faciales aussi, des fois de... Je sais pas, pas juste les yeux concentrés comme sur les pas, puis c'est ça. Le front plissé. Tu sais, de faire des phases de jeu ou des façons de regarder un petit peu plus, je sais pas, en rigolant ou autre, tu vois, mais j'essaye de... Oui, je pense on se crée un peu un persona qui est toujours ancré sur qui tu es, ça c'est sûr. On peut pas être quelqu'un de différent de qui on est. Sinon, ça devient essoufflant. D'essayer de maintenir un personnage qui est... Ah non, c'est impossible. En tout cas, pour moi, personnellement, c'est impossible. Je veux dire, il n'y a aucun sens non plus derrière. Parce que pour moi, la danse, c'est une façon de reconnecter, une façon de connecter avec moi-même différemment de ce que j'ai l'habitude de faire, d'explorer des facettes que je connaissais pas. Puis, tu sais, c'est pas facile de bouger son corps devant des gens, puis de montrer aux gens et de dire, bah, regarde, c'est comme ça qu'il faut que tu bouges. Il y a quand même de la difficulté à se dire, ben, c'est moi qui vais te montrer ce qu'il faut que tu fasses à quel moment. Donc, moi, j'y vais toujours avec bah, regarde, moi, c'est mon interprétation, c'est comment moi je bouge, puis c'est une possibilité. Oui, il y a des règles, il y a des géométries à suivre au début, on va t'entraîner, mais après, c'est libre à toi d'aller chercher ce que toi tu veux dans cette géométrie-là. Puis c'est aussi à toi, et c'est ta responsabilité d'aller te chercher d'autres géométries. Va apprendre avec d'autres professeurs, parce que c'est là l'importance de pratiquer avec des danseurs différents, des professeurs différents. Parce que c'est pas vrai qu'il y a juste une façon de danser et une façon de bouger. Donc c'est tellement plus enrichissant d'aller se chercher différentes avenues. Donc moi en général, j'encourage le partage de connaissances. À regarder ton parcours en arrière, est-ce que tu sens qu'il y a un moment où tu t'étais pas... Bien sûrement, en fait, parce que tout le monde passe par la phase d'exploration de d'apprentissage, mais c'est le moment où tu t'étais pas encore trouvé. Tu sais, est-ce que... Comment ça s'est passé, le moment où tu as fait « Ah, wow, c'est ça que je suis, genre. C'est ça ma personnalité, c'est ça le type de danseuse que j'ai envie d'être. » Est-ce que tu t'en rappelles? Est-ce qu'il y a eu comme un déclic à un moment donné? En fait, pour moi, la danse, c'est pas une danse seulement. Donc, moi, tu sais, j'ai évolué de la salsa vers... À la base, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à danser il y a 15 ans quand même. Et je disais, mon rêve, ce serait d'ouvrir une école en salsa, une école de danse. Finalement, je l'ai pas fait en salsa, je l'ai fait en kizomba. Mais en même temps, je veux dire, la kizomba, c'est peut-être pas la fin non plus de la relation avec la danse. Tu sais, il y a tellement d'autres danses que je trouve belles. Il y a le foro que je trouve extraordinaire. Ah oui, là, en ce moment, on prend des cours de Afro House, Afrobeat avec Moussa. Et ça, c'est complètement malade parce que ça déconstruit totalement ce que je connaissais comme mouvement. Alors vraiment, je suis une quiche, expression bien française. C'est très difficile pour moi parce que ça n'a aucun rapport avec tout ce que la salsa m'a apporté en termes de tenue,
Le reggaeton aussi, c'était une danse que j'adorais. Puis même la dancehall, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, mais pas forcément pratiqué ou dansé énormément, là, mais plus dans les soirées avec des amis. Mais là, on se retrouve dans le Afrobeat Afro House. C'est une façon de bouger qui est complètement différente, qui est beaucoup moins dans l'ondulation, mais qui est beaucoup plus dans le... Tu sais, t'as plus une rigidité, puis de fluidité qui va venir, mais de façon complètement différente. Et c'est extrêmement stimulant parce que je me sens vraiment très nulle, mais très très nulle. Et là, j'apprends. Et je Là, prends tu des cours. recommences Ouais, je à te recommence. sentir... Le nouveau cycle de Ouais. je suis nulle. Il va falloir que j'accepte que je suis nulle et que Ouais. pendant je ne sais pas combien de temps, peut-être que je serai jamais bonne en Afrobeat ou Afro House, mais à un moment donné, c'est pas grave. C'est aussi la persévérance que tu mets qui va faire que tu vas progresser. Puis c'est le plaisir que tu prends à danser, en fait. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va faire en sorte que je vais persévérer ou continuer ou me sentir évoluer. J'ai l'impression que d'être poche au début, ça doit être une barrière immense. Parce que, comme tu disais, moi, ce qui me terrorise de commencer à de la danse, c'est que je me suis promis qu'un jour, j'allais apprendre à danser, j'allais trouver une danse que j'aime, puis j'allais apprendre. C'est cette idée-là d'être poche, mais en plus d'être poche quand tout le monde observe, tu sais. En plus d'avoir le regard. Fait que, je peux voir comment ton approche avec Moussa d'alléger l'apprentissage doit tellement aider les élèves. Tu sais, tu m'en parlais tantôt, puis on dirait que je sentais comme... je sentais comme libérée, mais c'est intéressant de dire que peu importe ton niveau d'expertise ou de maîtrise dans une danse, si tu en apprends une autre, tu découvres des nouvelles choses sur toi, puis t'es une élève à nouveau, tu sais. Puis tu revis ça, le cycle émotif de... C'est ça, de ne pas être bonne, puis de continuer quand même, tu sais. Oui, c'est ça. T'as pas vraiment le choix, en fait. Puis c'est comme n'importe quelle discipline et n'importe quoi, peu importe ce qu'on fait dans la vie, en fait, on est en apprentissage tout le temps. Donc, puis c'est correct d'avoir des phases dans lesquelles tu as besoin de pas apprendre parce que faut que tu souffles et que tu laisses les choses décanter. Ça arrive souvent aussi. Mais moi, ce que je trouve qui est particulièrement intéressant avec la danse, c'est que c'est un moyen de créer un tissu social. Puis ça, pour moi, là, c'est une avenue tellement importante. Si je ne serais peut-être pas la performeuse la plus extraordinaire, parce que pour ça, il faudrait que, mettons, je lâche ma job, puis que je fasse que danser, puis que je sois capable de me concentrer uniquement sur la danse. Et puis même à ça, je dirais des gens qui sont tellement naturellement plus talentueux encore et qui ont dansé depuis qu'ils sont tout jeunes, la même danse. Mais par contre, je pense qu'en enseignement, j'ai une capacité qui est très forte. Puis c'est pas pour rien que je voulais être prof à l'université. Donc là, je vais aller prendre une force, puis je vais essayer de la mettre avec quelque chose que j'aime faire, donc danser. Et quand je dis que je voulais être prof à l'université, finalement, tu vois, je suis pas prof à l'université, je suis professeure de danse, tu vois. Donc finalement, ton parcours, il va évoluer, puis peut-être que là où tu ne pensais pas être compétente suffisamment, mais tu vas l'être, mais peut-être dans une autre discipline ou une autre façon de faire. Puis ce que j'observe aussi, c'est que la danse, pour moi, c'est un moyen de relier les gens entre eux. Donc, tu sais, par exemple, quand je parle du fait que c'est normal d'être un peu mal à l'aise au début parce que tu te rapproches des gens, etc. Mais j'en profite aussi pour dire que c'est une question de respect. Tu sais, je veux dire, finalement, quand tu es quelqu'un qui guide, il faut que tu prennes aussi en considération que tu as une responsabilité de guider quelqu'un d'autre et d'écouter ses limites et ses possibilités. Donc, tu sais, c'est une énorme responsabilité de faire en sorte que la personne en face se sente respectée même dans le rapprochement finalement. Parce que tu peux être extrêmement proche, mais jamais tu vas te sentir envahi dans ta bulle finalement. Tu as laissé cette proximité arriver parce que tu en as envie, puis finalement la personne, tu vois, elle est capable de t'offrir un moment de communication ou de connexion qui est vraiment extraordinaire et qui se limite à la danse. Et de la même façon, ce que j'essaie de dire aussi, c'est que pour les personnes qui se font guider, il faut avoir une patience aussi particulièrement au début envers les gens qui sont en apprentissage parce que c'est seulement si toi tu es capable d'être patiente que la personne va progresser et va continuer et persévérer parce qu'elle aura du plaisir, parce qu'elle va se dire ok je suis poche mais en même temps je vois que la personne en face de moi c'est pas désagréable pour elle, tu vois. Parce qu'imagine si tu danses avec quelqu'un puis que tu es toujours en train de faire sentir à la personne que c'est nul ce qu'elle fait, l'envie de progresser elle va pas forcément être là. Donc c'est comme j'adore faire ces liens là de dire prenez la danse comme un moment que vous offrez, que finalement vous avez décidé de faire quelque chose pour vous-même, vous êtes en santé, parce que ça aussi c'est un autre facteur.
moi j'ai été blessée, mais c'est rien comparé à ce qu'il peut y avoir comme blessure chronique ou comme vrai handicap de vie avec des grosses maladies. J'ai travaillé pour le camp où finalement c'est des enfants qui sont atteints de cancer, puis des fois qui guérissent pas ou des fois qui guérissent mais avec des séquelles. Donc quand tu te rends compte que finalement toi tu as un corps qui peut-être n'est pas atteint par les ravages d'une maladie et ou d'autres problèmes physiques et que tu as décidé que tu te donnais ce temps-là, soit reconnaissant de ce moment que tu t'offres, mais aussi reconnaissant du fait que tu aies cette possibilité finalement. J'ai eu la aussi. Ah, t'es trop mignonne! Non, mais c'est beau de dire, de juste être là sur le plancher de danse puis d'avoir la possibilité de le faire, c'est déjà une grande, grande chance. Ouais. C'est fou, hein? Ça me fait réaliser comment ma peur m'empêche même de mettre le pied sur le plancher de danse. Ouais, mais en fait, une fois que tu auras mis le pied, ça va décoincer. Je pense que les profs aussi sont... Honnêtement, je trouve ça tellement extraordinaire d'être professeur. Puis les gens qui font que ça dans leur vie, qui sont professeurs de danse ou professeurs à l'école ou professeurs à l'université, c'est incroyable comme job. Absolument. Absolument. J'ai été athlète à la balle molle. Puis j'ai coaché des jeunes filles aussi. Puis j'ai réalisé à quel point c'est un travail exceptionnel. Les gens que j'ai eus, là, on dirait que je suis encore plus reconnaissante des coachs que j'ai eus. Puis j'ai réalisé que moi, finalement, je me voyais pas comme une enseignante tant que ça. Tu sais, je me suis rendu compte que j'étais plus confortable comme étant l'athlète ou même avec Renard, on se voit plus comme des éternels apprentis et qu'on partage, mais peut-être que c'est ça l'enseignement informatique, qu'on partage nos découvertes. Mais j'ai réalisé que, c'était une spécialité en soi, puis que être un bon enseignant, c'est en parlant aussi que ça le rend tellement évident, que c'est au-delà de la technique ou des données ou de la connaissance qu'il y a à partager, c'est aussi de comment tu crées un climat de confiance pour favoriser l'apprentissage. Parce que si c'est stérile, s'il y a certaines émotions, j'ai l'impression qui nuisent à l'apprentissage parce que les gens sont coincés, mais restent coincés. Puis que c'est l'art de, humainement, être capable de créer cette ambiance-là qui fait que tout le monde est heureux d'être là, tu sais, malgré les peurs, puis les peurs se dissouent, puis là, finalement, les gens peuvent rayonner, tu sais. Puis en fait, je pense que ce qui est extrêmement important aussi dans l'enseignement, c'est d'avoir une humilité, de justement pas se dire je suis toute connaissante ou je connais tout. C'est pas vrai. Et puis une humilité aussi de dire et aussi une connaissance de soi et de se dire voilà qui je suis, voici mes limites, mais voici aussi mes possibilités. Tu sais, je dirais à la base, moi je suis une franco-autrichienne, petite femme blanche qui vient et puis qui danse des danses d'origine africaine. Je suis comme, mais ça... C'était pas forcément prédestiné. Moi, je veux dire, mes grands-parents dansaient, mais c'est des danses de salon, de valse et autres, tu vois. Puis quand ma grand-mère, elle a appris que je commençais à danser la salsa, elle était comme, regarde, elle me montrait des photos de elle avec son mari à l'époque, et comme ils faisaient des concours de danse, elle était toute fière et tout. Mais on n'était pas du tout sur les mêmes plans de danse, finalement. Mais en même temps, je veux dire, je le sais, puis je suis pas en train de prétendre que je suis une toute connaissante de tout ce qui est culture ou technique ou tout ça. Je suis juste en train de dire, moi je sais c'est quoi je connais ma force, c'est la connexion. Donc raconter des histoires, c'est ce dans quoi j'ai baigné tout le temps. Finalement, j'ai appris l'allemand à travers ma mère qui me lisait des histoires le soir. J'ai baigné dans cette espèce de fait de conter quelque chose. Donc, puis quand j'ai voulu enseigner et étudier en littérature, c'était ça. Donc c'était les histoires, c'était partager cette connaissance-là. Puis finalement, j'ai dévié vers autre chose, mais pour moi, la danse, c'est aussi raconter une histoire. C'est aussi de se mettre dans une ambiance, être capable de dire à quelqu'un, regarde, on va faire un parcours ensemble, tu vas essayer quelque chose, puis on va voir comment tu vas te sentir après. Puis quand je donne un cours, je raconte une histoire. Je dis, je dis comment moi je suis, je dis comment Moussa est, je dis voici ce qui peut arriver, voici ce qui est à faire, voici... pour moi, c'est ça en fait. Ça se résume encore une fois à créer des ambiances en fait. Puis la danse en elle-même, c'est un outil de bien-être pour moi. C'est pas juste de la danse. C'est une façon de se sentir connecté avec les autres personnes qui nous entourent, connecté avec la musique, mais connecté avec son propre corps. Donc,
ce que j'aimerais bien faire avec la danse, c'est trouver des moyens d'avoir une utilité sociale ou d'avoir une utilité qui va véhiculer ce message de bien-être là. Donc, peu importe la longueur de danse que les gens vont faire, c'est-à-dire, tu as un élève qui va venir dans un cours, il va faire une session, puis finalement il va s'en aller, c'est pas grave. L'important, c'est qu'il ait fait ce passage-là. Et avec Moussa, là, ce qu'on aimerait lancer comme projet, on essaie, il faut qu'on arrive à s'asseoir et travailler dessus. Mais moi, ce que j'ai comme vision, ce serait quelque chose d'un petit peu plus... Une façon de créer des ponts, en fait, entre les différentes disciplines physiques aussi. Tu sais, parce que finalement, moi, je me rends compte que quand je fais du sport, j'ai plus de mobilité dans la hanche. Tu sais, quand tu travailles un peu tes muscles, tu es plus à l'aise dans ton corps, tu es plus en contrôle de tes mouvements. Le yoga, ça m'aide à me détendre, ça m'aide à... Tu sais, finalement, maintenant que je peux refaire du yoga, tout ce qui est dans le dos, là, ça m'aide à relaxer. Finalement, ça a un impact aussi au niveau du bassin. Enfin, je veux dire, il y a comme plein de choses qui, pour moi, sont hyper intéressantes. Donc, tu sais, si je suis capable de peut-être essayer de faire un lien là-dedans, ben, je vais le faire. Puis c'est drôle, hein, mais je parle dans mes cours du yoga, je dis... Parce que comme on est dans une danse où finalement, on essaye de pratiquer le changement de poids, à la base, quand tu fais des mouvements kizomba, semba, c'est juste un marché. C'est juste qu'effectivement, quand tu veux aller styliser la chose, tu vas aller te mettre en déséquilibre sur un seul pied ou te mettre dans des positions où tu es beaucoup plus en arcage ou alors quand tu regardes le semba show qui est une forme de show en semba, il y a des mouvements de malade. Des fois, les filles, je me dis, mais comment est-ce que vous faites pour être aussi souple? Ça n'existe pas, c'est pas possible. Puis, tu le fais dans des rythmes, des fois, qui sont vraiment effrénés. Mais, tu sais, au final, ce que toi, tu vas aller mettre là-dedans, ça va vraiment dépendre de l'impulsion que toi, tu vas ressentir la musique, de ce qui va t'être donné aussi par ton partenaire de danse. Mais c'est une interprétation qui est tellement personnelle. Donc, en tout cas, moi, c'est un petit peu des choses que j'essaye de développer et de glaner et puis de mettre de l'avant quand je danse. Mais est-ce que, en termes de projet, puis pas besoin de... Même si c'est pas coulé dans le béton, des fois, c'est stressant de parler d'un projet qui n'est pas encore développé, mais est-ce que tu as déjà une idée de la forme que ça pourrait prendre ou ça reste plus une intention d'amener un mélange de disciplines? Mais en fait, oui, il y a le mélange de disciplines. Il y a peut-être aussi le côté perfectionnement de danseur, en fait. Tu sais, de se dire, OK, est-ce qu'on pourrait aller essayer de pousser un niveau de certains danseurs un petit peu plus loin? Les questions qu'on se pose aussi, ben moi, j'ai toujours travaillé dans des organismes à but non lucratif, donc est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Est-ce que la danse peut avoir un aspect de bien-être social? Est-ce que je peux l'utiliser peut-être dans ce sens-là? On a fait un essai avec un organisme qui s'appelle Le Pont, qui en fait accueille des familles de demandeurs d'asile qui justement sont en fait qui veulent atteindre un statut de réfugié ou un statut légal au Canada, puis qui n'ont pas forcément de logement, n'ont pas forcément d'endroit où être. Donc c'est un centre d'accueil, donc un bâtiment au complet où les familles peuvent rester un mois histoire de stabiliser, de regarder un petit peu avec les employés comment est-ce qu'ils pourraient au niveau immigrationnel, quelle avenue prendre, voir au niveau emploi aussi, puis voir au niveau logement où se repositionner. Puis en fait une des personnes qui travaille sur ce projet puis qui est vraiment le chargé de projet, c'est Arthur. Je l'ai connu à Médecins du Monde parce qu'il avait fait un stage là-bas. Et c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel, donc qui a mis corps et âme dans ce projet Le Pont. Et puis on en discutait et puis je disais, mais tu sais, si tu as envie un jour qu'on vienne donner des cours de danse, on pourrait peut-être essayer, etc. Puis on l'a fait une fois. Et en fait, c'est aussi un apprentissage d'humilité ou de... Il ne faut pas que tu aies d'attente non plus. Parce que quand tu engages dans un enseignement, tu sais jamais... Et quand tu vas sortir du cadre où la personne, elle vient, elle paye tes cours, elle a envie d'apprendre avec toi, puis c'est le sens traditionnel. Mais quand tu vas dans d'autres façons d'apporter d'un enseignement, il faut que tu sois prêt aussi à voir est-ce que la personne en face, elle a vraiment envie de recevoir cet enseignement sous cette forme-là. Puis, tu sais, on est en train encore d'explorer comment est-ce qu'on pourrait le développer, comment est-ce qu'on peut aussi faire connaître ces danses-là, parce que les familles qui sont au pont sont d'origines qui sont des fois complètement variées, de cultures différentes. La proximité n'est pas pareille non plus, d'une culture à l'autre, la façon de danser, la façon même de le lien entre l'homme et la femme, c'est complètement différent. Donc après, il faut juste être conscient, puis aussi de se dire, c'est des gens qui des fois n'ont pas forcément
un état d'esprit qui est peut-être disposé à directement aller se laisser aller dans la danse. Parce que souvent, pour danser, faut être... je l'ai vu pour moi, par exemple, aussi, mais quand tu es en état de stress ou quand tu as des choses qui sont vraiment difficiles dans ta vie, puis on parle de situations de vie qui sont complètement variées à des niveaux vraiment plus intenses, dans le cas de familles qui viennent au pont, tu n'as peut-être pas cette disposition-là. Donc, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait... Comment créer un bon moment, puis un moment de rencontre dans des contextes plus extrêmes. Puis peut-être, oui, plus différents, puis qui n'ont pas du tout le même lien à la danse et pas du tout le même lien à ce moment d'évasion-là. Puis je me dis peut-être que le fait que Moussa il soit d'origine du Mali, puis qu'il vive au Canada, puis moi je suis franco-autrichienne, puis je vis au Canada, puis on danse une danse qui vient encore d'un autre pays, puis on s'est intégré au Canada de manière complètement différente, évidemment, mais... Et puis on se retrouve, de quelque part, si on est capable d'avoir un moment où on rencontre d'autres personnes, puis d'une quelconque manière, on peut montrer que il y a peut-être des possibilités. Tant mieux, en fait. Mais ouais, c'est vraiment dans cette attention-là. Donc, à voir comment ça va se développer. Mais c'est beau de voir que ta vie professionnelle qui était... Tu sais, on a des sphères de vie, hein, des petites bulles des fois, puis les choses... Il y a des fois des moments dans la vie où c'est plus hermétique, puis il y en a d'autres où tout ça, finalement, se rencontre, tu sais. Ouais. C'est comme si, finalement, là, tu as ta vie professionnelle dans l'humanitaire, communautaire, puis là, la danse, puis là, ça va être une nouvelle rencontre entre les deux. Oui. Puis c'est drôle quand tu disais que... tu me demandais à quel niveau je me sentais par rapport à mon lien avec la danse, mon sentiment d'accomplissement ou autre. Mais pour moi, je pense que je suis encore dans une trajectoire où je commence à prendre les petits bouts de ma vie, je commence à les connecter. Mais je suis loin d'être rendue. Par contre, je commence à voir quelque chose qui commence à se tracer parce qu'au fil des années, tu vois qu'il y a des schémas qui se répètent. Donc, à force qu'ils se répètent, ils commencent à se... Le message devient clair. Petit à petit. Oui, c'est ça. Devient plus, ça commence à clignoter un petit peu, là. Moi aussi, j'avais l'impression à un moment de ma vie que c'était chaotique, c'était éparpillé. Puis là, maintenant, je regarde mon air, puis on dirait une ligne droite, tu sais. Je pense qu'avec du recul, là, on voit que ça oscillait, mais tu sais, c'était dans une certaine direction. Pour quelqu'un qui aimerait apprendre la kizomba ou la semba, disons, à Montréal ou au Québec, parce que tu connais aussi, j'ai l'impression, d'autres organismes aussi au Québec, comment on fait? On va sur Facebook et on tape Kizomba. Non, je blague. Ben oui, principalement, il y a énormément de groupes de danse dans lesquels les gens publient aussi. Allez chercher sur Google aussi Kizomba Semba Montréal. Je pense qu'il y a moyen de trouver des écoles aussi. Puis honnêtement, il y en a tellement. Enfin, il y en a tellement. Il y en a quelques-unes qui sont majoritaires, qui sont les plus connues, mais c'est vraiment d'aller chercher comme ça dans les groupes Facebook. Ça aide énormément parce que chaque école a sa page. Donc, chaque personne est capable d'aller voir là-dessus. Puis même Moussa et moi, on va travailler aussi sur construire une page, nous. Mais... Puis honnêtement, je dirais qu'à un moment donné, y aller un peu par position géographique sera le plus simple. Parce qu'il y a des gens qui vont peut-être pas forcément être au centre-ville. Puis là, à ce moment-là, ils ont envie d'apprendre... Il y a l'école de danse à Verdun. Enfin, il y a vraiment des écoles de danse un peu dans tous les sens. Donc, je veux dire, ça, c'est vraiment pas compliqué. C'est juste qu'il faut aller faire cette petite recherche. Puis, en fait, à partir du moment où tu rentres dans une école, tu vas voir que tu vas apprendre à connaître toutes les autres écoles aux alentours. Il y a, parmi les plus connues, en tout cas, il y a Kizolov. Ça, c'est l'école dans laquelle moi, j'avais commencé à danser. C'est les dimanches soirs, il y a des cours. Samen Kiznarua, c'était l'école que Moussa et moi, on avait cofondée avec les autres danseurs qui existent encore. Il y a Kizomba Canada qui existe aussi. Il y a plein de nouvelles écoles qui commencent à poindre. À Québec, il y a Kazakiz, Studio Salsa Attitude, où ils donnent des cours de Kizomba. Excuse-moi. C'est Kiz, mais tantôt, je pensais que c'était Kiss. Fait que quand tu disais Urban Kiz, c'est pas Urban Kizomba. C'est enfin, ils l'ont écorté. Je te dis, c'est cute comme nom, c'est un Urban Kiss. non, c'est Kiz. C'est Kiz, je viens de comprendre. C'est un raccourci du nom. OK, excuse-moi. Fait qu'à Québec... Il y a encore d'autres écoles, Ottawa aussi, mais en fait,
sais, peut-être je pourrais, je sais pas si On va mettre les liens. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je peux faire une liste parce que Mhm. j'ai peur d'en oublier. Puis en plus, il y en a, je veux dire, Oui, oui. il y en a tellement qu'en fait, ça vaut la peine de prendre le temps de faire cette liste-là. Oui. Comme ça, les gens, s'ils ont envie de commencer à danser, ils vont pouvoir le faire. Mhm. Fait que c'est le fun de savoir qu'en ce moment, il y a une offre, puis c'est possible de Ouais, trouver exactement. chaussures à son pied. Puis pour ce qui est de Moussa et toi, dans le fond, vous enseignez encore de manière ponctuelle dans des événements. Fait que dans le fond, s'ils suivent votre page Facebook, ils vont pouvoir... Pour l'instant, on n'a pas de Facebook, pas de Ok. page Facebook de danseurs. On a la page Instagram, Moussa Katarina. Sinon, ben, on a nos pages Facebook à nous respectives. Mais oui, je vais créer une page Facebook pour nous deux parce que... Parce que c'est temps. Oui, parce qu'il est temps. Oui. Ouais. Oui, puis ma page Facebook, elle est pas juste de la danse, même si c'est beaucoup ça que tu vas voir. Mais tu sais, j'ai plein de choses qui m'inspirent que je partage sur Facebook. Donc, mais c'est aussi que de le sortir un petit peu parce que, tu sais, c'est Moussa et moi. C'est pas juste moi. C'est pas Moussa d'un côté. Tu sais, pour moi, c'est un projet commun. Puis finalement, on danse ensemble depuis 3-4 ans, là. Ouais, à peu près 3 ans. Et moi, je suis absolument comblée avec ce partenaire-là. Tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui m'amène ailleurs parce que humainement, c'est quelqu'un qui m'amène ailleurs. C'est vraiment un ami vraiment extraordinaire et une personne extraordinaire. Donc, c'est pour moi de danser avec lui, c'est vraiment un réel plaisir. Genre, à chaque fois que je fais quelque chose avec lui, je suis ailleurs. Donc, oui, donc pareil pour la page Instagram, je trouve que c'est une page à la base que moi j'avais pour mettre mes choses de danse, que j'ai transformée en Moussa Katarina parce que je vois pas l'idée. Pour moi, me mettre moi en valeur comme ça, tout le temps, c'est plus stérile. Je trouve que de mettre en valeur une collaboration, moi, me ressemble plus. Moussa, je sais pas si elle lui ressemble, mais de toute façon, c'est moi qui décide. Je blague. Non, mais je pense que lui aussi, il est dans cette démarche-là. Puis, c'est pas quelqu'un qui va vouloir se mettre de l'avant. Donc, on va essayer de le refléter. Finalement, c'est le duo qui est l'entité à présenter. Ouais. C'est drôle comment c'est ça. Les deux, vous voulez pas nécessairement le spotlight, mais ensemble, Non. il y a quelque chose qui vous rayonnez, puis non, c'est beau. Et puis, je pense que je nous donne quand même aussi la possibilité, tu sais, sur le long terme, on ne sait pas ce qui va se passer et peut-être qu'on ira en individualité davantage. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est ça que moi, je veux mettre. C'est comme tout ce que tu fais dans la vie, tu ne sais jamais ce qui va évoluer, changer, etc. Donc, c'est d'avoir la réceptivité que d'accueillir le changement aussi. Donc, mais pour l'instant, effectivement, moi, ce que j'aimerais ultimement, c'est de pouvoir guider aussi, pour moi, être indépendante, pour pouvoir aussi m'amuser dans une autre façon de faire. Et puis, tu sais, finalement, être capable d'assumer ce guidage-là. C'est une façon qui te... Je pense que ça me donnera beaucoup plus de facilité à assumer une autorité, assumer du leadership, assumer... Et tu vois, c'est ça aussi que la danse, ça vient chercher pour moi, c'est assumer que je peux apprendre des choses aux autres. C'est très difficile parce que au début, j'étais gênée parce que je me disais qui je suis pour avoir cette autorité-là. Et je me bats contre ça en permanence. Le sentiment d'imposteur? Ou... Oh, tellement. Puissance 15 000. Ouais. Mais ça transparaît pas. Ben, tant mieux, parce qu'en même temps, je me suis dit, tiens, à un moment donné, je lâche prise. Je veux dire, dans le sens où je peux ne pas plaire à tout le monde et c'est correct. Et peut-être que mes mouvements vont pas forcément parler à tout le monde. Moi, ce qui compte pour moi, c'est quand quelqu'un vient me dire merci pour votre cours, j'ai vraiment adoré ça. Vraiment, ça nous a menés ailleurs. Puis de voir les gens rigoler et puis de les surprendre et de voir que les gens lâchent prise. Puis honnêtement, un des sentiments d'accomplissement les plus incroyables, c'est quand on travaille une chorégraphie pour un cours. On fait des pas, on se dit on va leur apprendre cet enchaînement-là. Et puis on le fait et les gens y arrivent. Non mais... et là, tu te dis... mon Dieu, on a travaillé fort pendant 1h30 et ça a donné ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Puis l'effet de groupe, là, on avait ça récemment à Québec. On a fêté le premier anniversaire de Kazakis, une des écoles là-bas. On a fait une choré qui était quand même pas si simple que ça. Et puis, honnêtement, les gens ont vraiment se sont laissés aller et ont vraiment sont rentrés dans le jeu. Oh mon Dieu. Et quand j'ai vu ça, moi, ça m'a... t'as un sentiment, là j'ai un vrai sentiment d'accomplissement et de plénitude et finalement là je me sens être moi-même, tu vois. Oui, le défi de, comme tu dis, d'être à l'écoute de l'autre puis de bien comprendre son niveau de développement pour lui proposer quelque chose qui va progresser mais qui ne sera pas trop difficile
que ça devient épeurant, puis que là, on est stressé, puis on peut plus apprendre. Puis ça, c'est vrai que c'est là l'art d'être un bon professeur, tu sais. Au-delà de la technique. Encore une fois, ça revient à créer le climat de confiance, puis de donner un bon contexte d'apprentissage. Mais c'est vraiment fascinant. C'est vraiment apaisant aussi. Je sais pas, je me sens comme toute zen. Je sais pas si c'est parce que Vince est caché. On testait aujourd'hui. On essaie aussi, nous, d'être en mode toujours apprentissage puis de sortir de notre zone de confort. Fait qu'aujourd'hui, Vince était caché dans les toilettes, en fait, parce que c'est ce qui nous permet techniquement d'amener les fils là pour essayer de couper le son de son équipement. Mais on dirait que c'est tout paisible dans la tête, puis discuter en même temps, t'as mis l'ambiance avec... moi, déjà, à partir du moment où il y a des plantes, ça se fait tout. Puis avec la tisane. Et puis, en fait, personne ne voit, mais ce qui a marqué dessus est trop drôle. C'est « You never know how many friends you have until you have a cottage at the beach ». Ça, c'est hot. On a une collection de tasses dépareillées. Puis... Ouais, moi aussi, j'ai ça. Ouais. Puis c'est la joie, chaque jour, selon notre humeur, de la choisir. Puis je sais pas pourquoi je suis tournée vers elle qui avait un message plus social, l'amitié. Mais en tout cas, c'est un peu la thématique aujourd'hui. Ouais. Ben, merci beaucoup de ta présence. Je vais te suivre sur les médias sociaux parce que, comme je t'ai dit, tes publications, ça me fait toujours sourire puis ça me fait du bien à distance. Donc, je ne doute pas que tes cours, l'ambiance, ça doit être encore plus amplifié. Mais tu diras bonjour à Moussa aussi. Oui, mais oui. Je dirais d'écouter toute l'entrevue de A à Z pour aller détecter les moments où j'ai dit des bêtises sur lui. Mais merci. Merci à toi. Merci, Vince. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!